Il n'était pas censé être là. La lettre portait un nom erroné, une cabine erronée, une destination erronée. Mais lorsque Ruth ouvrit la porte et vit cet orphelin tremblant dans la neige, tout en elle se brisa, puis commença à guérir. Le garçon n'avait pas frappé. Il se tenait simplement là, les bottes trempées, une mitaine manquante, les cheveux gelés en mèches collés sur son front. La neige s'était accumulée autour de ses jambes, comme si elle voulait l'ensevelir là où il se trouvait. Le vent hurlait derrière lui, transportant des flocons aussi tranchants que des couteaux, mais il ne fit aucun geste pour se protéger. Il fixait simplement la porte d'un regard qui n'avait plus rien à donner. Ruth était en train de couper des carottes près de l'âtre lorsqu'elle entendit un gémissement. Ce n'était pas vraiment une voix, mais un son plus faible que la parole. Elle laissa tomber son couteau. Lorsqu'elle arriva à la porte, son cœur battait déjà à toute rompre, comme lorsque ses souvenirs et sa peur se heurtaient. Elle ouvrit la porte. Le garçon sursauta comme si elle l'avait frappé, les yeux plissés à cause de la tempête. Il n'avait pas plus de 7 ans, peut-être 6, si l'on tenait compte de la façon dont il recroquevillait ses épaules et serrait ses lèvres minces, comme si pleurer était un crime. Dans sa main valide, il serrait un bout de papier, maintenant trempé et battu par le vent. Derrière elle, une bûche craqua dans le feu. Elle ne lui demanda pas qui il était. Elle n'en avait pas besoin. Elle s'écarta simplement. Entrez. Il hésita. Ce n'était pas de la peur, c'était de l'incrédulité. Comme s'il s'était tenu devant trop de portes auparavant et avait appris à ne plus espérer, mais il obéit. Le froid le suivit comme un fantôme, effleurant les chevilles de Ruth avant que la porte ne se referme. Et il resta là, trempé. Ruth s'agenouilla lentement, les mains prudentes, pour attraper le papier. Ses lèvres bougèrent à peine. Ils m'ont dit que c'était ici. Ils ont dit que quelqu'un ici voulait un enfant. Son souffle se coupa derrière elle. Des pas résonnèrent doucement. Caleb entra dans la pièce de derrière, s'essuyant les mains couvertes de sueur. Il se figea à la vue du garçon, les yeux plissés, non pas méchamment, mais avec l'intensité d'un homme qui essaie de comprendre ce qu'il voit. Ruth se leva et lui tendit le papier. Il le parcourut rapidement, la mâchoire crispée. Puis il leva les yeux. « Comment t'appelles-tu? » Le garçon se redressa. « Micah. » Ruth sentit ses genoux fléchir. Elle se tourna à nouveau vers le garçon, voyant non seulement les engelures et les ecchymoses, mais aussi la façon dont il se tenait, comme s'il avait appris depuis longtemps que même l'air devait se mériter. « Quel âge as-tu, Micah? »« 7 ans, je crois. » Caleb jeta un coup d'œil à Ruth. Il y eut un silence entre eux. Pas un silence froid, plus maintenant, mais un silence rempli de toutes les choses qu'ils n'avaient pas dites depuis des années. Tous les noms qu'ils n'avaient jamais pu murmurer. Toutes les pièces qui étaient restées vides. Ruth s'accroupit à nouveau et posa ses mains sur les épaules frêles de Micah. « Tu es en sécurité ici maintenant. Nous allons te réchauffer et te nourrir, puis nous trouverons où tu devais aller. » Micah ne répondit pas. Il s'effondra. Ruth le rattrapa avant qu'il ne touche le sol. Son corps était léger comme une plume, tout en os et en lambeaux, son visage pâle sous la suie et le froid. Caleb avait déjà pris une couverture accrochée près de l'âtre et s'agenouilla à côté d'eux, tandis que Ruth pressait une main sur le dos du garçon. « Il brûle, » murmura-t-elle. Sa fièvre était telle que son corps semblait avoir renoncé à lutter. Ils le déposèrent sur le canapé, lui retirèrent son manteau et le couvrirent de couvertures en laine. Ruth attisa le feu. Caleb alla chercher de l'eau et pendant un moment, seul le bruit de la respiration et le sifflement lointain du vent contre les volets se faisaient entendre. La cabane, autrefois silencieuse et vide, semblait désormais pleine, lourde, vivante. Les heures passèrent. Micah ne se réveilla pas. Ses poings restaient crispés sur le bord de la couverture, comme si lâcher prise allait tout détruire. Ruth s'assit à côté de lui et écarta les cheveux humides de son front. Sa voix n'était qu'un murmure. « Nous devons trouver qui l'a envoyé. » Caleb acquiesça, mais ses yeux restèrent fixés sur le garçon. « Je connais ce regard, » dit Ruth après un moment. « Quel regard? »« Celui que tu avais quand nous avons parlé pour la première fois d'adoption. Celui qui disait que tu voulais un enfant plus que tout au monde. » Caleb ne répondit pas tout de suite. Puis il dit, « Ruth, je crois que Dieu nous l'a envoyé. » Elle ne se moqua pas, contrairement à ce qu'elle aurait fait quelques années plus tôt, quand les fausses couches avaient encore saigné son espoir comme de l'encre dans l'œil. Elle se contenta de regarder Micah à nouveau et de laisser cette pensée flotter dans la chaleur.
Micah se réveilla avant l'aube, non pas en sursautant, mais avec la lente prise de conscience de quelqu'un qui n'est pas habitué à se réveiller en paix. Il s'assit en gémissant et lorsqu'il vit Ruth à côté de lui, il sursauta. Doucement, dit-elle doucement, tu es en sécurité. Personne ne va te renvoyer dans cette tempête. Il cligna des yeux, puis, lentement, ses épaules se détendirent. Tu as faim? Demanda-t-elle. Il acquiesça d'un signe de tête. Elle lui donna du porridge mélangé à un peu de miel, qu'il dévora en silence, comme si parler lui coûterait une autre cuillerée. Lorsque Calb apparut et le vit réveillé, il ne dit pas grand-chose non plus, se contentant d'un sourire discret et de verser du thé. Plus tard, Ruth sortit pour vérifier la voiture. La neige avait commencé à fondre, le soleil revenait par rayons vifs qui transformaient le monde en une mer de diamants. Calb resta à l'intérieur avec le garçon. Ils s'assirent près du feu. Micah s'enveloppa dans la couverture la plus épaisse qu'ils avaient. « Tu te souviens qui t'a donné la lettre? » demanda finalement Calb. Micah acquiesça. « Le pasteur de Wexford. A-t-il dit à qui elle était destinée? » Le garçon hésita. « Une famille nommée Hardley Hardy. » Calb eut un haut le cœur. « Nous sommes les Harlands, dit-il prudemment. Micah se figea, puis jeta un coup d'œil vers la porte. « Je ne te renverrai pas, dit rapidement Calb, mais il semble qu'il se soit trompé. » La voix de Micah était rauque. Il se trompe toujours. Le silence revint, celui qui serre les côtes et persiste longtemps après que les mots se sont tus. Calb s'éclaircit la gorge. « Combien de temps as-tu passé avec le pasteur? » « Avant cela, j'étais avec mademoiselle Juna. Avant ça, je ne m'en souviens pas. Et tes parents sont partis. » « Partis. Comment? » Mike haussa les épaules. Un jour, ils étaient là, et puis ils ont disparu. Calb acquiesça lentement, le cœur brisé d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Lorsque Ruth revint et qu'il lui raconta, elle s'assit lourdement sur le bord de l'âtre. « Alors, qu'est-ce qu'on fait? » demanda-t-elle. Calb ne répondit pas tout de suite. Il regarda le garçon qui traçait maintenant du doigt les veines du bois de la table, comme s'il dessinait des cartes invisibles. Puis il dit, « On lui demande ce qu'il veut. » Ruth se tourna vers Micah. « Tu veux qu'on envoie une lettre au pasteur pour cette famille courageuse? » Micah ne leva pas les yeux. « Non. Pourquoi pas? » Il leva les yeux et, pour la première fois, ils étaient humides, parce que je ne veux pas partir. Le silence se fit. Même le feu semblait écouter. « Pourquoi pas? » demanda Calb doucement. « Parce que vous êtes les premiers à ne pas me regarder comme si j'étais un problème. Vous m'avez donné de la soupe et une couverture, et vous ne m'avez pas demandé de les mériter. » Ruth cligna des yeux. « Micah, je sais couper du bois, » ajouta-t-il soudain, comme s'il réalisait qu'il devait se vendre. « Et je suis rapide. Je peux aller chercher de l'eau ou aider avec les animaux. Je ne mange pas beaucoup. » « Tu n'as rien à gagner, » dit Ruth rapidement, la voix brisée. Calb se leva et s'approcha. Il s'agenouilla devant Micah et posa une main sur son épaule. « Tu n'es pas un fardeau, mon fils, tu es une bénédiction. » Les lèvres de Micah tremblaient. « Tu veux que je reste? » demanda Ruth d'une voix brisée. « S'il te plaît, sois notre enfant. » Le silence qui suivit n'était pas vide. Il était chargé d'une atmosphère sacrée, quelque chose qu'aucun d'eux n'osait encore nommer à voix haute. Micah était assis entre eux, encore assez petit pour donner l'impression qu'il pourrait disparaître si quelqu'un clignait des yeux trop longtemps. Mais la façon dont sa poitrine se soulevait et s'abaissait maintenant, lentement, régulièrement, ressemblait à un miracle silencieux. Ruth n'avait pas répété ces mots, pas depuis qu'ils avaient jailli de sa bouche comme une prière, mais leur écho résonnait entre les poutres de la cabane longtemps après que le matin eut laissé place à l'après-midi. « Sois notre enfant, je t'en prie. » Elle n'avait jamais prononcé ces mots auparavant. Pas même lorsque le dernier berceau avait été démonté. Pas lorsque la sage-femme avait secoué la tête et murmuré « Pas cette fois. » Pas même pendant ces nuits sombres où elle avait enfoui son visage dans la poitrine de Caleb et pleuré parce que son corps ne pouvait pas contenir tout ce que son cœur ressentait. Mais d'une manière ou d'une autre, ces mots étaient sortis, sans y être invités, mais sincères. Au moment où ce garçon a levé les yeux de son bol, les larmes aux yeux, et a demandé s'il pouvait rester. Cette nuit-là, la tempête était loin, remplacée par un calme qui semblait presque irréel. Tout semblait plus fort. Le léger grattement des cuillères dans les bols, le craquement du bois qui se tassait, les reniflements discrets que Micah essayait de cacher en se resservant.
Calb avait apporté plus de bois que nécessaire et le feu dansait haut et fort, rendant la pièce presque trop chaude. Mais personne ne se plaignait. Personne ne bougeait pour ouvrir la fenêtre, car cette chaleur n'était pas seulement physique, c'était autre chose. Au moment où ils bordèrent Demika dans le lit de camp que Ruth avait sorti du grenier, inutilisé depuis des années, mais toujours solide, il avait cessé d'essayer de dormir avec un œil ouvert. Il avait laissé sa tête s'enfoncer complètement dans l'oreiller, ses épaules s'affaisser, sa respiration ralentir, comme s'il faisait confiance au mur qui l'entourait pour le protéger. Ruth resta là plus longtemps qu'elle ne l'avait prévu, se contentant de l'observer. « Allez, murmura Caleb depuis le couloir, laisse le garçon se reposer. » Elle le suivit dans la pièce principale et ce n'est qu'une fois qu'ils se furent rassis près du feu qu'elle murmura « Et s'ils viennent le chercher ?» Le visage de Caleb était dans l'ombre, éclairé par la lueur du feu. « Alors nous leur dirons la vérité. Le garçon s'est trompé de maison, mais Dieu ne fait pas d'erreur. Tu y crois vraiment? » Il la regarda et elle le vit, l'usure des années derrière ses yeux, mais aussi autre chose. Une étincelle, peut-être même de l'espoir. « Je crois que nous avons attendu assez longtemps pour savoir ce que l'on ressent quand quelque chose est juste. » Elle lui prit la main. Il la prit. Ils ne dirent plus rien cette nuit-là. Ils n'en avaient pas besoin. Les jours qui suivirent passèrent comme les pages d'un livre, calmes, réguliers, inévitables. Micah ne parlait pas beaucoup, mais quand il le faisait, ses mots avaient un poids qui donnait à même les questions les plus simples l'air d'être des secrets. Ruth essayait de ne pas être trop envahissante, mais elle observait. Oh, comme elle l'observait! La façon dont il étudiait tout, comment elle coupait les légumes, comment Calb serrait le loquet de la voiture, comment la bouilloire sifflait juste avant d'atteindre son point d'ébullition. Il absorbait les connaissances comme un garçon qui avait compris très tôt que l'information était la seule sécurité qui ne pouvait lui être enlevée. Il était petit, mais pas fragile, mince, mais pas faible. Il proposait son aide avant qu'on le lui demande, gardait sa couverture bien pliée, la remerciait pour chaque repas. Ruth voulait lui dire qu'il n'avait rien à prouver. Elle essaya, mais à chaque fois, il se contentait d'acquiescer comme s'il comprenait, puis recommençait quand même. Calb lui apprit à fendre du petit bois le 3e jour, non pas parce qu'il avait besoin d'aide, mais parce qu'il voulait que le garçon sache qu'il lui faisait confiance. Micah mania mal la hache au début et faillit se couper la botte. Calb s'accroupit à côté de lui, ajusta sa prise et murmura quelque chose que Ruth ne put entendre depuis la fenêtre. Le coup suivant fut parfait. Ce soir-là, Ruth vit le manche de la hache dépasser du tas de neige près du porche et à côté, 2 fagots de bois parfaitement empilés. Elle ne dit rien, se contentant de passer la main sur la tête de Micah en lui servant son dîner. La lettre arriva le 5e jour, apportée par un écrivain âgé de Wexford, les joues rougies par le vent et l'urgence. Calb la lui prit d'un signe de tête ferme et entra dans la maison avant de l'ouvrir. Ruth comprit à la façon dont ses épaules se raidirent, à la façon dont ses yeux parcoururent 2 fois la page avant qu'il ne dise un mot. Elle ne posa pas de questions, se contenta d'attendre. Finalement, il leva les yeux. Il comprit l'erreur. Son estomac se noua. Ils envoyèrent quelqu'un pour le chercher. Micah était par terre, jouant avec les boutons que Ruth lui avait laissé prendre dans sa boîte à couture. Il ne réagit pas. Il ne leva même pas les yeux. Mais Ruth savait qu'il avait tout entendu. Ils ont dit qu'ils étaient désolés, ajouta Calb d'une voix rauque. L'autre famille, les Hardy, attend depuis des mois. Leur demande a été égarée. Ruth se leva lentement et s'assit à côté de Micah sur le sol. Elle ramassa un bouton et le fit tourner entre ses doigts. Le lendemain, lorsque la main de Micah cessa de bouger, il se leva doucement, sans précipitation, sans colère, comme quelqu'un qui connaît la fin d'une histoire bien avant qu'elle ne soit écrite. Il se dirigea vers le lit de camp et commença à plier sa couverture. Ruth avait le souffle coupé. « Tu n'es pas obligé, » commença-t-elle. « Si, dit-il sans se retourner, il viendra toujours. » Calb s'avança. « Micah. » Le garçon se retourna. Sa lèvre tremblait, mais sa voix ne se brisa pas. « Merci de m'avoir laissé rester. » De faire semblant. Ruth tomba à genoux. Ce n'était pas un jeu, mais il était déjà en train d'enfiler ses bottes. Cette nuit-là, la cabane semblait à nouveau vide. Calb était assis dans le fauteuil près du feu, fixant les flammes comme s'il pouvait les convaincre de brûler la lettre.
Ruth resta éveillée longtemps après que Micah se fut recroquevillée dans son lit, la couverture tirée sur son visage. Elle ne pleura pas, jusqu'à ce que le vent se remette à souffler et qu'elle se souvienne de son air lors de sa première nuit. Petit, gelé, indésirable, la voix de Calb rompit le silence. On pourrait peut-être leur parler au Hardy. Peut-être qu'ils comprendraient. Ruth se tourna vers lui. Tu le leur donnerais s'ils te le demandaient? Non. Alors pourquoi le feraient-ils? La question resta en suspens. Elle se leva juste avant l'aube, incapable de se reposer. Micah était déjà réveillé, habillé, debout près de la porte, le papier serré dans une main comme un passeport qui lui permettrait de retourner dans la tempête. Il ne dit pas un mot pendant qu'elle préparait le petit déjeuner. Il ne toucha pas à l'assiette qu'elle posa devant lui. Lorsque les sabots des chevaux résonnèrent sur la crête, il ne bougea pas. Mais Ruth, si. Elle se dirigea vers la porte. Deux hommes attendaient, l'un plus âgé, l'autre vêtu d'un manteau propre, trop neuf pour avoir servi à cheval. Ils mirent un pied à terre et sourirent poliment. Le plus jeune tendit la main. « Madame, nous sommes du bureau de placement de Waxford. Nous sommes venus chercher le jeune Micah. » Ruth ne lui serra pas la main. Elle jeta un coup d'œil par-dessus son épaule. Micah était debout, serrant son petit sac contre lui, puis Calb s'avança, pas rapidement, mais avec assurance. « Avant de l'emmener, dit-il d'une voix calme, j'ai une question à vous poser. » Les hommes clignèrent des yeux. « Bien sûr. » Calb se tourna vers Micah. « Tu veux partir? » Micah ouvrit la bouche, la referma, puis murmura. « Non. » L'homme au manteau se raidit. « Monsieur, avec tout le respect que je vous dois, ce n'est pas ainsi que cela fonctionne. La famille Hardy a été approuvée. Le garçon leur est destiné. » « Mais il n'a pas été envoyé chez eux, » dit Ruth en se plaçant à côté de Calb. « Il a été envoyé chez nous. » Les hommes échangèrent un regard. « Je suis désolé, » dit le plus jeune, « mais nous avons des ordres. » C'est alors que Micah se mit à courir. Pas pour s'enfuir, pas vers la porte, mais droit dans les bras de Ruth. Il la serra si fort qu'elle en eut les genoux qui fléchirent. Et quand elle baissa les yeux, elle vit son visage enfoui dans son tablier, ses épaules tremblantes. « Je veux rester, » sanglota-t-il. « Je sais, mon bébé, » murmura-t-elle. « Je sais. » Calb se tourna vers les hommes. « Dites-leur la vérité. Dites-leur que c'est le garçon qui nous a choisis. » L'homme fronça les sourcils. « Ce n'est pas comme ça que vous voulez le traîner hors d'ici. Vous voulez l'arracher des bras de la seule femme qu'il appelle mère depuis qu'il a perdu la sienne. Faites comme vous voulez. » Aucun des deux hommes ne bougea. Micah ne lâcha pas prise. Et pour la première fois depuis longtemps, Ruth non plus. Ils restèrent là pendant ce qui leur sembla être une heure, alors que le soleil avait à peine bougé. Ruth serra Micah dans ses bras comme si le vent pouvait l'arracher à elle. Caleb restait immobile, les jambes écartées, le regard fixe, inflexible. Les hommes de Wexford ressemblaient plus à des bureaucrates qu'à des menaces, mais même l'autorité enveloppée de papier avait des dents. Et Ruth pouvait la sentir dans leur regard changeant, dans la façon dont leurs bottes ne bougeaient pas d'un pouce vers le porche, mais leur présence envahissait la cabane comme de la fumée. Finalement, le plus âgé, aux tempes grisonnantes, le genre d'homme qui avait vu plus de lettres que de vie, s'éclaircit la gorge et fit un pas en avant. « Vous devez comprendre, madame. Nous ne voulons pas vous faire de mal. Le garçon a été promis. Il y a une autre famille, bonne et craignant Dieu. Qui? Ne me parlez pas de Dieu. » Ruth l'interrompit d'une voix tranchante. « Pas quand il est la seule raison pour laquelle j'ai ouvert ma porte cette nuit-là. » L'homme cligna des yeux. « Vous voulez suivre la lettre, » ajouta Calb. « Alors écrivez-en une nouvelle. Nous remplirons les formulaires. Nous parlerons au Hardy. Mais vous ne l'emporterez pas d'ici, à moins que vous ne vouliez briser un enfant pour que vos papiers soient en règle. » Le plus jeune chercha quelque chose dans son manteau. Probablement un formulaire ou un sceau, mais sa main tremblait tellement qu'il laissa tomber le paquet. Le vent s'empara de la première page et la projeta dans les buissons. Micah ne tourna pas la tête. Il resta collé à Ruth comme s'il était fait d'elle. Le vieil homme soupira. « Nous n'avons pas le pouvoir de passer outre les décisions de placement. Alors trouvez quelqu'un qui l'a, » dit Calb. Un long silence. Puis le plus jeune ramassa le papier tombé, le plia sans lever les yeux et fit un signe de tête à son partenaire. « Nous allons signaler cela. Faites-le. Et le garçon restera ici jusqu'à ce qu'une décision soit prise. » Ruth baissa les yeux. « Ce n'est pas un garçon que l'on prête.
Ce n'est pas un morceau de pain que l'on passe d'une table à l'autre jusqu'à ce que quelqu'un dise stop, il reste ici. Ils ne discuteront pas à voix haute. Ils se contentèrent d'acquiescer. Red Ruth ne lâcha Micah que lorsque le vent se fut calmé. Cette nuit-là, le feu fut à nouveau trop haut. Calb ne dit rien. Ruth non plus. Le garçon était assis entre eux sur le sol, tenant une tasse de bouillon à deux mains, comme si c'était un objet fragile qui risquait de se briser s'il bougeait trop vite. Personne ne parla de la visite. Personne n'en avait besoin. Mais lorsque Ruth se leva pour aller chercher une couverture et que Calb souleva le tisonnier pour attiser les flammes, Michael leva les yeux. « Est-ce qu'ils vont revenir? » Ruth hésita. « Peut-être, mais nous serons prêts. » Micah acquiesça, le regard lointain. « Les gens aiment bien quand on reste là où on ne veut pas de vous. Ici, on veut de vous, » dit Calb sans se démonter. Micah ne répondit pas, mais il tira la couverture sur ses genoux et se redressa légèrement. La lettre arriva 4 jours plus tard, non pas remise en main propre cette fois, mais par la poste, officielle, timbrée, avec une deuxième enveloppe plus petite glissée dessous, adressée non pas à Calb ou Rod, mais à Micah lui-même. Ruth lut la lettre principale en silence, puis la tendit à Calb. Il parcourut les paragraphes. Des termes tels que tutelle temporaire, en attente d'examen et reconnaissance d'une erreur de procédure lui sautèrent aux yeux comme des torches enflammées. Mais la dernière phrase le paralysa complètement. Une décision sera rendue après communication avec la famille adoptive prévue. Calb leva les yeux. Les Hardy ont le dernier mot. Le visage de Ruth était indéchiffrable. Micah se tenait dans un coin, les yeux fixés sur la deuxième enveloppe. « Tu veux l'ouvrir? » demanda Ruth doucement. Il acquiesça d'un signe de tête, la prit et déchira soigneusement le bord. À l'intérieur se trouvait une seule feuille manuscrite. Ruth et Calb le regardèrent lire ligne après ligne. Il cligna lentement des yeux, puis à nouveau et tendit la feuille à Ruth sans un mot. Elle la lut à haute voix au garçon qui était destiné à nous. « Nous ne connaissons pas ton visage, mais nous avons prié pour toi. Nous ne connaissons pas ta voix, mais nous l'avons entendue dans nos rêves. Nous ne connaissons pas ta douleur, mais nous voulions t'aider à la porter. Et pourtant, tu as fini dans les bras de quelqu'un d'autre. Cela ne peut signifier qu'une chose. Tu étais destiné à eux, pas à nous. Nous ne contesterons pas cette décision. L'amour n'est pas la possession. L'amour est la libération. Sois heureux. Sois entier. Abigail et Martin Hardy. Les mains de Ruth tremblaient lorsqu'elle baissa la page. Les lèvres de Micah frémirent, puis ses épaules s'affaissèrent. Non pas comme si un fardeau venait de s'ajouter, mais comme si celui-ci venait enfin de glisser. « Ils ont l'air sympas, » murmura-t-il. « Oui, » acquiesça Calb. « Mais tu ne pars pas, » dit Ruth doucement. « Pas à moins que tu ne le veuilles. » Micah leva les yeux et sourit pour la première fois. La vie changea après cela, mais pas de manière spectaculaire comme on pourrait s'y attendre. Il n'y eut pas de parade, pas de papier signé arrivé comme par miracle dans des enveloppes. Juste des jours qui se succédaient. Calb apprit à Micah à enfoncer un piquet dans une clôture sans tordre le clou. Ruth lui apprit à pétrir la pâte avec la paume de sa main. Il s'écorcha le genou en courant après un poulet et ne pleura pas jusqu'à ce que Ruth le prenne dans ses bras et le félicite d'avoir été courageux. Il apprit à siffler. Il se mit à fredonner en faisant la vaisselle. Un matin, il leur raconta qu'il avait rêvé d'un endroit où la neige fondait dans un champ de fleurs bleues. Et Ruth lui a promis qu'il le trouverait au printemps. Et petit à petit, il a rempli leur maison comme la lumière qui réchauffe à travers les volets. Au début, il appelait Caleb Monsieur, puis Manuel Calb. Puis, sans prévenir, Ruth n'a pas pleuré en l'entendant. Pas à ce moment-là. Plus tard, dans la grange, elle a pleuré si fort qu'elle ne pouvait plus tenir la fourche à foin. Mais la paix, comme l'hiver, ne dure jamais éternellement. Un matin, Calb est parti en ville pour aller chercher du fourrage. Ruth et Micah sont restés à la maison pour raccommoder une chemise déchirée et rire des coutures irrégulières de Micah au 3e patch. Puis on a frappé à la porte. Pas doucement, pas timidement, mais d'un coup sec, comme avec un gavel. Micah a sursauté. Ruth s'est levée lentement, essuyant ses mains sur son tablier. Quand elle a ouvert la porte, elle a retenu son souffle. Un homme se tenait là,
Grand, vêtu d'un manteau militaire et d'un insigne de shérif à moitié caché sous le revers. Son regard était froid, calculateur. Il souleva son chapeau. Madame Ruth Harland. Oui, je suis le shérif Dunn du comté de Wexford. Je suis venu chercher un garçon. Sa bouche s'assécha. Vous êtes en retard. La décision a été prise. Il hocha la tête. C'est donc pour cela que je ne suis pas ici au nom du service de placement. Elle plissa les yeux. Alors, qu'est-ce que c'est? Il sortit un document plié de son manteau. Le brandit. Mandat d'enquête. Il y a des questions concernant les antécédents du garçon. Nous essayons de retrouver ses origines, son nom, sa famille. Il n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. Il n'a jamais rien dit. Il ne se souvient pas. Raison de plus pour le découvrir. L'homme s'avança. Puis-je entrer? Ruth se plaça devant la porte. Non. Il la regarda, son sourire poli ne touchant jamais ses yeux. Je vous suggère de reconsidérer votre décision. Je vous suggère de partir. Ils se regardèrent fixement. Derrière elle, elle pouvait entendre Micah respirer plus fort. Le sourire du shérif s'estompa. Je reviendrai. Je ne suis pas difficile à trouver. Il inclina à nouveau son chapeau. Non, madame, vous ne l'êtes pas. Il partit. Micah sortit de la pièce voisine, pâle. Il m'emmène? Pas tant que j'aurai encore un souffle de vie. Il tremblait. Et s'il trouve quelque chose de compromettant? Ruth s'agenouilla. Alors nous ferons face ensemble, même si je ne suis pas celle que vous croyez. Elle prit son visage entre ses mains. Tu es exactement celui que Dieu nous a envoyé. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir. Elle enfouit son visage dans son épaule et elle le serra fort. Caleb revint avant la tombée de la nuit. Lorsque Ruth lui raconta ce qui s'était passé, il resta longtemps sans parler, fixant l'horizon comme s'il écoutait le tonnerre. Et lorsque le silence se prolongea, il finit par dire « Nous devons nous préparer à quoi? À un combat. La tempête n'est pas venue avec le tonnerre. Elle est arrivée par morceaux. D'abord, il y a eu la lettre, qui n'était pas écrite à la main, qui n'était pas aimable, qui était tamponnée en rouge et pliée en 4, livrée par un tiers qui n'est même pas descendu de son cheval, se contentant de tendre l'enveloppe comme si elle était imprégnée d'une substance nauséabonde, puis repartant dès que Caleb l'eut prise. Le cachet indiquait « Enquête régionale de Wexford, Bureau des archives et de la tutelle ». Ruth l'ouvrit avec des doigts tremblants, tandis que Micah observait depuis l'embrasure de la porte, sans poser de questions, attendant simplement, comme s'il savait déjà que cela n'annonçait rien de bon. La lettre était brève, brutale et froide. À compter de ce jour, une enquête officielle est ouverte sur la tutelle du mineur connu sous le nom de Micah, dont le nom de famille est inconnu. Pendant cette période, toute décision d'adoption ou de placement est suspendue. L'enfant restera sous la garde de Wexford jusqu'à la fin de l'enquête. Tout manquement à cette obligation sera considéré comme une obstruction et pourra entraîner des sanctions légales. Ruth lut la lettre une fois, puis une deuxième fois. La troisième fois, elle s'arrêta à mi-chemin et posa la lettre sur la table, les mains lourdes comme du plomb. La voix de Micah était faible. Qu'est-ce que ça veut dire? Caleb ne répondit pas tout de suite. Il faisait les 100 pas, la mâchoire serrée, les poings crispés, comme si son corps se préparait au combat, même si sa bouche ne trouvait pas les mots. Ruth fit le premier pas. Elle s'accroupit devant le garçon et lui prit les mains. « Ils veulent te reprendre, mon chéri, mais nous ne les laisserons pas faire, pas sans nous battre, plus jamais. » Micah ne hocha pas la tête, ne pleura pas. Il se contenta de cligner des yeux. Ses yeux restèrent grands ouverts, mais quelque chose à l'intérieur se ferma comme des volets contre une tempête. « Je le savais, murmura-t-il. Je savais que c'était faux. Ne dis pas ça, dit Caleb en se retournant brusquement. C'était bien de faire semblant. Je voulais que ce soit vrai, mais ça ne l'est jamais. Il m'emmène toujours. Micah, commença Ruth, mais il recula, comme si son contact pouvait le brûler. Laissez-les venir, murmura-t-il d'une voix creuse. C'est plus facile comme ça. Non, ce n'est pas vrai, dit Ruth. Elle se leva, mais ne tendit pas la main vers lui. Elle laissa sa voix porter tout le poids de ses mots. Il n'est jamais facile d'abandonner quelqu'un. Tu m'entends? Jamais. C'est ce que se disent les gens qui ne t'aiment pas pour pouvoir dormir la nuit. Il leva alors les yeux vers elle et, pour la première fois, elle vit quelque chose qui ressemblait à de la colère. Pas une colère enfantine. Non, c'était plus ancien, plus profond,
Le genre de colère qui vient du fait d'avoir été rejeté trop souvent comme un sac de riz, du fait de mieux connaître le dos d'une porte que son lit. Il disait que j'étais un problème, dit-il d'une voix tremblante, que je mentais, que je volais, que j'étais bon. Calb s'approcha. C'était vrai? Micah haussa les épaules, mais ce n'était pas par insouciance. C'était la honte qui s'exprimait. Parfois, quand j'avais faim ou peur, ou quand je pensais que si je faisais une grosse bêtise, ils n'essaieraient plus de me faire les appeler maman ou papa. La voix de Ruth se brisa. « Oh, mon bébé! » Micah la regarda. « Tu veux savoir qui je suis? » Ils ont raison. Je ne suis pas celui que tu crois. Je ne me souviens même pas de mon vrai nom. Juste Micah. C'est comme ça que le pasteur m'a appelé. « Ça suffit, » dit Calb. « Tu n'as rien à nous prouver et tu ne vas nulle part. » Les lèvres de Micah tremblaient. « Mais la lettre, on peut la jeter au feu. » Mais ils ne la brûlèrent pas. Pas encore. Parce qu'ils savaient que les lettres avaient des jambes, qu'elles se déplaçaient à travers les pièces et les salles d'audience et les mains froides qui n'avaient jamais tenu un enfant de leur vie. La brûler n'empêcherait pas ce qui allait arriver. Alors Calb fit autre chose. Il écrivit sa propre lettre à la lueur de la lampe, à la table, longtemps après que Micah se fut recroquevillé sur le lit de camp et que Ruth eut sombré dans un sommeil agité. Il écrivit d'une main qui ne trembla qu'une seule fois lorsqu'il arriva à la ligne qui disait « Nous ne demandons pas la permission. Nous déclarons notre intention. Ce garçon est notre fils. » Il scella l'enveloppe avec de la cire, la pressa fermement et la remit lui-même le lendemain à la seule personne en qui il avait confiance dans la ville, le pasteur, le révérend Gray, un vieil homme qui avait enterré la moitié de la vallée et baptisé l'autre moitié. Il écouta Calb lui raconter tout, chaque page, chaque mot, chaque mauvais tournant qui avait conduit le garçon à leur porte. Quand Calb eut terminé, le révérend se pencha en arrière. « Je vais envoyer ça au juge d'instance, » dit-il simplement. « Et j'ajouterai mon propre témoignage. Vous n'êtes pas les premiers à vous retrouver empêtrés dans des papiers administratifs, mais si Dieu vous a envoyé ce garçon, alors nous nous battrons pour qu'il reste avec vous. » Calb acquiesça. « Merci. » Le révérend Gray plissa les yeux. « Vous n'avez jamais pensé que c'était peut-être le passé du garçon qui les intéressait vraiment? » Calb fronça les sourcils. « Que voulez-vous dire? C'est un mystère, celui-là. Pas de famille, pas de vrai nom, pas de souvenirs au-delà d'un certain point. Il y a peut-être quelqu'un qui le cherche, quelqu'un d'important. » Calb serra lentement les poings. S'il l'aimait, il serait venu plus tôt. Ou peut-être qu'il ne savait pas. Pendant ce temps, à la cabane, Ruth apprenait à Micah à faire du pain. Il avait de la farine sur la joue, de la pâte sur les coudes et un regard sceptique tandis qu'elle lui montrait comment façonner le pain. Et si ça brûle, on réessaie. Et si ce n'est pas moelleux à l'intérieur, on apprendra à mieux pétrir. Il plissa les yeux. Et si c'est parfait et que quelqu'un nous le prend? Ruth s'arrêta de remuer, puis elle posa la cuillère et s'accroupit devant lui. « Micah, dit-elle doucement, personne ne prendra ce pain et personne ne t'emmènera. » Il la regarda longuement. « Mais s'ils le font, je les suivrai jusqu'au bout du monde et je te ramènerai à la maison. » Quelque chose brilla alors dans ses yeux, une petite fissure dans le mur. Il acquiesça. Le four sentait bon l'espoir. 3 jours plus tard, le shérif revint. Cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné d'un homme en manteau noir et lunettes, le visage crispé comme s'il avait avalé quelque chose d'amer et ne pouvait le digérer. Derrière eux venait une petite charrette avec un seul siège vide. Ruth ouvrit la porte, Calb se tenant derrière elle. Micah se tenait juste derrière eux, silencieux. « Nous avons des ordres, » dit l'homme en manteau noir. « L'enfant doit être placé sous la garde de Wexford en attendant la vérification de son identité et la réévaluation de son placement. Ce n'est pas négociable. » Calb ne bougea pas. « Avez-vous reçu notre lettre? » « Oui. Alors vous connaissez notre position. Je connais aussi la loi. » L'homme brandit d'un document. « J'ai toute autorité. Le shérif Dunn escortera l'enfant jusqu'à la garde de protection. Vous parlez comme s'il était un criminel. Non, c'est juste une question. » Ruth s'avança. « Micah n'est pas un objet. Ce n'est pas un dossier. C'est notre fils. Ce n'est pas exact juridiquement. » « Non, mais c'est la vérité. Le shérif Dunn avait l'air fatigué. Pas cruel,
pas en colère, juste fatigué. Il ôta son chapeau. « Je n'aime pas ça plus que vous, dit-il. »« Alors ne le faites pas, dit Caleb. » L'homme en noir reprit la parole. « Vous faites obstruction à une enquête légale. Je dois vous avertir que si vous ne vous conformez pas, je ne serai pas responsable de vos actes. »« Je ne le ferai pas, dit Ruth. Vous ne me laissez pas le choix. » Il fit signe au shérif. Micah ne s'enfuit pas cette fois-ci. Il s'avança lentement jusqu'à se placer entre Ruth et Caleb. Puis il se retourna et leur fit face. « Je n'ai pas peur, dit-il d'une voix douce. Je ne veux simplement pas oublier. »« Oublier quoi ?» demanda Ruth en s'agenouillant. Il sourit, puis tristement. Ce que l'on ressent quand on est choisi. Le cœur de Ruth se brisa en deux. Elle le serra contre elle aussi longtemps qu'on le lui permit. Caleb posa une main sur l'épaule du garçon. « Souviens-toi de ça, fiston. Tu ne pars pas parce que tu as fait quelque chose de mal. Tu pars parce que le monde n'a pas encore rattrapé ce que nous savons déjà. » L'homme en noir s'éclaircit la gorge. Le shérif Dunn s'avança et prit doucement la main de Micah. Il ne se débattit pas. Il jeta juste un dernier regard en arrière. Puis il disparut. Le chariot disparut au bout de la route. Ruth s'effondra sur les marches. Caleb resta silencieux, immobile, mais quelque chose en eux brûlait plus fort que le chagrin. La détermination. Il ne laisserait pas cela être la fin. Ruth resta longtemps immobile sur les marches. Le soleil descendit, puis descendit encore, jusqu'à ce qu'il se couche dans les champs et disparaisse derrière la ligne des arbres. Elle ne pleura pas. Son corps était au-delà de cela. Ce qu'elle ressentait maintenant n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas du désespoir. C'était quelque chose de plus dur, de plus froid, un poids dans le ventre qui transformait le chagrin en pierre. Caleb se tenait à côté d'elle. Aucun des deux ne parlait, mais dans ce silence, quelque chose passa entre eux qui n'avait pas besoin d'être dit. Ils n'abandonneraient pas. Pas maintenant, jamais. Micah était parti sans crier, sans supplier de rester, et d'une certaine manière, cela rendait les choses encore pires. Il n'avait pas couru parce qu'il pensait que cela ne servirait à rien. Ce genre de chagrin ne venait pas d'une mauvaise année ou d'un adulte cruel. Il venait d'une vie entière où on ne lui avait jamais permis d'appartenir à quelqu'un. Le garçon les avait appelés « maman » et « papa », et il l'avait laissé partir malgré tout. Ruth enfonça ses ongles dans ses paumes jusqu'à se faire mal. Caleb posa une main sur son épaule. « Rentrons, je ne peux pas, murmura-t-elle. Nous allons le ramener à la maison. Bon sang, nous trouverons un moyen. » Mais même lui ne semblait pas convaincu. Le chariot était parti, emportant avec lui la petite vie qu'il s'était construite. L'odeur du savon de Micah flottait encore sur la serviette près du lavabo. Sa tasse était toujours à moitié pleine sur la table. Son lit était encore chaud, les couvertures à moitié rejetées, comme il les laissait toujours quand il courait vers elle le matin. Ruth se leva enfin et entra dans la maison. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Elle en était incapable. À la place, elle s'assit à la table et dressa une liste. Elle n'était pas longue. Elle n'avait pas besoin de l'être. Trouver où il l'avait emmené. Trouver quelqu'un qui connaissait le juge. Découvrir la vérité sur le passé de Micah. Le ramener à la maison. Caleb dormait dans son fauteuil près du feu. Lorsqu'il se réveilla et vit le journal, il ne posa aucune question. Il se contenta d'acquiescer, se servit une tasse de café et dit « Nous partons aujourd'hui ». Ils partirent à l'aube. Wexford se trouvait à 19 km à l'est, trop loin pour y aller à pied, mais assez près pour y aller à cheval. La route était encore glissante à cause de la tempête de la semaine précédente, et les ornières étaient profondes. Mais ils continuèrent leur route. Ruth serra les mâchoires pendant tout le trajet. Caleb chevauchait devant, les yeux rivés sur la lisière des arbres, non pas parce qu'il s'attendait à des ennuis, mais parce qu'il avait besoin de se sentir comme s'il protégeait quelque chose, n'importe quoi. Ils arrivèrent sur la place du village vers midi. Wexford était comme d'habitude, modeste, tranquille, le genre d'endroit où tout le monde se connaît et fait semblant de ne pas se mêler des affaires des autres. Mais aujourd'hui, Ruth voyait les choses différemment. Tous les hommes en uniforme lui semblaient être des voleurs. Tous les bureaux blanchis à la chaux lui donnaient l'impression d'être des pièges. Ils se rendirent d'abord au bureau des archives. Le greffier était un homme chauve, avec des lunettes trop petites pour son visage et une voix rauque. « Non », demanda-t-il sans lever les yeux. « Micah », répondit Caleb. « Pas de nom de famille. 7 ans. Enlevé de notre garde il y a 2 jours. » L'homme cligna des yeux. « S'il a été enlevé,
Vous n'étiez pas ses tuteurs légaux. Nous étions sa famille, rétorqua Ruth. Il tressaillit légèrement. D'après nos dossiers, il est actuellement hébergé au foyer pour enfants de Waxford en attendant qu'un placement approprié soit trouvé ou que l'enquête soit terminée. Ruth se pencha vers lui. Pouvons-nous le voir? Le greffier hésita. Cela nécessiterait une autorisation écrite. De qui? Du juge chargé de l'affaire. Qui est-ce? Il soupira. Le juge Everett, mais il ne vous recevra pas. Il reçoit rarement quelqu'un. Alors, donnez-nous l'adresse, dit Calb. Nous irons frapper quand même. La maison du juge Everett était située sur une colline à la lisière nord de la ville. C'était une grande maison avec des grilles en fer et de hautes haies destinées à empêcher plus que les animaux d'entrer. Ruth avait toujours trouvé cette maison laide dans sa perfection. Elle la trouvait encore pire maintenant. Ils ne furent même pas autorisés à passer le portail. La gouvernante, une femme maigre à l'air renfrogné, vint à leur rencontre. « Le juge Everett n'est pas disponible, dit-elle d'un ton sec. Il ne reçoit pas les requêtes spontanées. »« Nous ne voulons pas de requêtes, répondit Ruth. Nous voulons lui parler. »« Alors prenez rendez-vous. »« Quand? »« 3 semaines. Ce garçon n'a pas de 3 semaines. Je suis désolé. Je ne peux rien faire. » Ruth s'avança. « Alors donnez-lui ceci. » Elle le lui tendit d'une lettre écrite le matin même de sa main tremblante, pliée et scellée avec soin. Elle ne suppliait pas. Elle disait de la vérité sur Micah, sur l'erreur, sur la famille qu'il avait trouvée. La femme ne promit pas de la remettre, mais elle la prit. Ils retournèrent sur la place. Aucun d'eux ne parla pendant un long moment, jusqu'à ce que Calb aperçoive le révérend Gray sortir de l'apothicaire et lui faire signe. « Des nouvelles? » demanda le révérend en s'approchant. « Ils l'ont enfermé dans le foyer pour enfants, » répondit Calb. « Ils ne nous laissent pas entrer. » La voix de Ruth était tendue. « Le juge ne veut pas nous voir non plus. » Gray acquiesça. Il est connu pour ça. Il n'écoute que rarement, à moins que quelqu'un de puissant ne lui mette la main sur l'épaule. Alors qui peut le faire? Le révérend se gratta la barbe. Eh bien, s'ils veulent connaître la vérité sur les origines du garçon, il est peut-être temps que vous découvriez qui il est vraiment. Tu penses que quelqu'un le recherche? Demanda Ruth. Je pense que quelqu'un le recherchait. Il fouilla dans son manteau et en sortit une feuille de papier pliée, jaunie mais lisible. « Ça vous dit quelque chose? » demanda-t-il. Ruth et Calb la parcoururent rapidement. Il s'agissait d'un avis de recherche publié 5 ans auparavant. Le croquis était grossier, juste assez pour suggérer un visage. Une femme et un garçon. La femme s'appelait Leela Hall. Le garçon Micah. Pas de nom de famille, dit Grace. Juste ça, mais la chronologie correspond à l'âge et à la couleur des yeux. Ruth retint son souffle. Où était-ce classé? Près de Vinton, mais la piste s'est refroidie. La plupart ont supposé que la mère était décédée. L'enfant avait disparu. Calb fixa l'image. Pourquoi vous nous montrez ça maintenant? Parce que je ne m'en suis souvenu qu'hier. J'ai fouillé dans mes vieux dossiers après avoir reçu votre lettre. Ruth prit le papier, les mains tremblantes. Si on peut prouver que c'est lui, personne ne pourra l'emmener. Caleb termina. Gray acquiesça. Il vous faudra plus qu'un avis de recherche. Il faudra que quelqu'un le reconnaisse. Ruth serra le papier dans sa main. Alors nous les trouverons. Ils se rendirent d'abord au foyer pour enfants. Il était situé à la périphérie de la ville, bas et gris, ressemblant davantage à un entrepôt qu'à un refuge. Les fenêtres étaient hautes, la porte épaisse. À l'intérieur, une matrone qui sentait trop le parfum et manquait de chaleureux les accueillit à son bureau. « Les visiteurs ne sont pas admis sans autorisation écrite, » dit-elle d'un ton sec. « Nous ne sommes pas des visiteurs, » répondit Ruth. « Nous sommes de la famille. Je crains que ce ne soit pas ce que disent les registres. » Calb posa l'avis de recherche sur le bureau. « Nous pensons que ce garçon est bien celui que vous recherchez. Si vous nous laissez lui parler, nous pourrons le confirmer. » La femme parcourut la page sans conviction. « Même si c'est le cas, cela ne fait pas de vous ses tuteurs légaux. »« Non, » répondit Ruth, « mais cela signifie qu'il n'est pas la propriété de l'État. » La matrone hésita, puis fit un geste. « 1 minute, ne le touchez pas à travers la vitre. » Ils la suivirent dans un couloir qui sentait la poussière et la laine humide. La pièce où elle les conduisit était séparée par une simple vitre entre 2 bancs. Micah était assis de l'autre côté. Il semblait plus petit qu'avant, plus pâle. Ses yeux s'illuminèrent lorsqu'il les vit, mais il ne bougea pas, se contentant de les observer,
comme s'il n'était pas sûr qu'il ne s'agissait pas d'un piège. Ruth s'approcha. « Mon chéri. » Il appuya ses mains contre la vitre. Elle fit de même. « Nous pensons avoir trouvé le nom de ta mère. » Micah cligna des yeux. « Leila Mihal's Kalb, ça te dit quelque chose? » Micah fronça les sourcils, puis ses lèvres bougèrent. Elle chanta. Ruth se pencha vers lui. Qu'est-ce qu'elle chantait? Un vieux cantique, quelque chose à propos d'elle et de rivière. Ruth eut le souffle coupé. Elle connaissait celui-là. Je m'envolerai aux gloires. Micah la répéta avec elle, et à cet instant, elle comprit. Le son de cet hymne partagé. Deux voix chuchotant à travers la vitre, brisées par le temps, tremblantes de souvenirs, suffirent à figer la matrone sur place. Elle observait depuis le coin de la pièce, les bras croisés, les lèvres pincées comme si elle voulait intervenir. Mais elle n'osa pas. Elle ne pouvait pas. Pas après avoir entendu cela. La main de Micah resta sur la vitre. Ruth resta collée contre la sienne. Cette douleur était trop intense, trop froide, trop injuste. Mais pour l'instant, c'était tout ce qu'ils avaient. Elle le regarda fixement, et tout ce qu'elle voyait, c'était son enfant. Pas emprunté, pas confondu avec une autre. La sienne. « Je me souviens de ses cheveux, » dit Micah, le regard lointain. « Bruns comme les miens. » Elle sentait l'orange. La voix de Ruth se brisa. Que lui est-il arrivé? Micah hésita, ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Puis, doucement, il dit « Il y avait un incendie, je crois. » Les épaules de Kalb se raidirent derrière elle. « Où? Je ne sais pas. J'étais petit. Il y avait des cris et de la fumée. Elle m'a mis sous une couverture, puis je me suis réveillé ailleurs. Tu te souviens qui t'a trouvé? Un homme avec un grand manteau m'a donné de l'eau, m'a appelé mon garçon, puis m'a donné à quelqu'un d'autre. C'est tout. » La directrice finit par s'avancer. Le temps est écoulé. Ruth ne bougea pas. « Il nous faut plus de temps, » dit Kalba. Le visage de la directrice resta impassible. C'est le règlement. Ruth se tourna vers elle, la voix basse mais ferme. « Il vient de se souvenir du nom de sa mère. Ce n'est pas rien, je vous en prie. » La directrice regarda Micah, puis Ruth. Elle ne s'adoucit pas, pas visiblement, mais elle recula et dit « 5 minutes de plus. » Les yeux de Micah étaient grands ouverts, même frénétiques. Ils ont dit qu'ils allaient m'envoyer loin. Ruth sentit son sang se glacer. « Qui? » L'homme en manteau noir. Il a dit que je serais transféré dans un établissement de longue durée si rien n'était décidé rapidement. Il n'a pas dit quand. Ruth se retourna brusquement. « Pouvons-nous parler à un responsable? »« Vous l'avez déjà fait, » répondit la surveillante. « Il n'est pas là aujourd'hui. » Kalb posa la main sur le bras de Ruth. « On ne peut pas faire ça ici. » Elle acquiesça à contre-cœur. « Micah, dit-elle en se retournant vers la vitre. « Reste fort. Tu m'entends? Ce n'est pas fini. Je ne veux pas partir. Tu ne vas nulle part. Tiens bon encore un peu. On se bat pour toi. » Micah acquiesça, les yeux brillants. Il ne pleura pas. Il ne pleurait jamais, mais il semblait sur le point de le faire. La matrone les raccompagna, non sans jeter un dernier coup d'œil à la feuille de chant dans la poche de Ruth. « Il chante ça tout le temps, » murmura-t-elle. Ruth s'arrêta. « Vous lui avez déjà demandé pourquoi? » La femme haussa les épaules. « Les enfants disent beaucoup de bêtises. On apprend à ne pas les écouter. Vous auriez peut-être dû. » Ils rentrèrent en ville sans parler. Les rues leur semblaient trop étroites, trop bruyantes. Caleb serrait les poings jusqu'à en blanchir les jointures. Ruth se sentait vidée par cette visite, mais aussi illuminée de l'intérieur. Quelque chose s'était brisé chez Micah. Il se souvenait, ce qui signifiait que quelqu'un, quelque part, se souvenait peut-être aussi de lui. Elle sortit à nouveau le trac de son manteau. L'avis de recherche que le révérend Gray leur avait donné. Il était temps de se lancer à sa recherche. Ils se dirigèrent vers le sud. Vinton était une petite ville à 3 heures de route, là où les rivières serpentaient à travers les collines et où les routes dessinaient des courbes sinueuses. Ruth avait emporté du pain et des pommes. Kalb avait pris son arme. Aucun des deux ne dit pourquoi. Lorsqu'ils arrivèrent au bureau de poste, le soleil commençait à descendre. La préposée, une femme nerveuse aux yeux perçants et à la langue acérée, leva à peine les yeux lorsqu'ils entrèrent. « Je peux vous aider? » demanda Ruth en s'avançant. « Nous cherchons des informations sur une femme disparue
et son fils, Leila Mihol, disparu il y a 5 ans. L'employé haussa un sourcil. Cela fait longtemps, nous avons des raisons de croire que son fils a survécu. Caleb dit que la femme se gratta le menton. Vous êtes les 3e à venir la chercher cette année. Ruth se figea. Quel homme est venu au printemps dernier? Un grand type du Sud. Il a demandé le même prospectus. Il disait qu'il la cherchait aussi. Il a laissé son nom? Non. Il a payé les copies en espèces. Il n'est jamais revenu. Le cœur de Ruth battait à tout rompre. Et Leila, vous vous souvenez d'elle? L'employé acquiesça lentement. Elle vivait avec son frère dans une cabane derrière la crête. Les gens disaient qu'il avait un grain, une blessure de guerre apparemment. Il était calme, renfermé. Et le garçon, un petit garçon mignon, chantait tout le temps, courait pieds nus, même en hiver. Puis un jour, il a disparu. Il n'y a pas eu d'incendie? Demanda Caleb. Le commis marqua une pause. Il y a eu un incendie, mais pas chez eux. Une grange a brûlé chez les Jenkins, à quelques kilomètres de là. La même semaine, c'est peut-être ça dont se souvient le garçon. La cabane est toujours là. Je ne crois pas, mais le terrain appartient toujours à quelqu'un. Le nom de Holly figure toujours sur l'acte de propriété. Où ça? Prenez la route qui longe la crête après Miller's Creek. Vous verrez la clairière. Ils la remercièrent et partirent. Ils arrivèrent à la crête à la tombée de la nuit. Le vent s'était levé et tirait sur le châle de Ruth alors qu'elle descendait de la charrette. La clairière s'étendait devant eux, vide à l'exception d'une cheminée en pierre effondrée et de quelques poutres noircies à moitié enfouies dans l'herbe. Cela avait été une maison autrefois. Aujourd'hui, ce n'était plus qu'un souvenir en train de pourrir dans le sol. Ils avancèrent lentement, prenant soin de ne pas marcher sur des objets fragiles. Ruth s'accroupit près de la cheminée et brossa la suie d'une planche carbonisée. C'était réel, murmura-t-elle. Caleb se tourna vers des fondations plus petites à proximité, peut-être celles d'une remise ou d'une cabane. À l'intérieur, il trouva le cadre rouillé d'un lit de camp et une botte d'enfant. Il la ramassa. Elle était si petite. Ruth s'approcha de lui et regarda fixement. « Tu crois qu'elle est morte ici? » Caleb acquiesça. « Peut-être, peut-être pas, mais quelqu'un est parti précipitamment. » Une rafale de vent dispersa les cendres éparses dans un coin de la structure. Quelque chose de pâle s'envola, coincé entre des pierres. Ruth s'agenouilla et le retira. C'était un morceau de tissu, du coton blanc cousu avec du fil bleu. Des lettres. « Mick », murmura-t-elle. « C'est sa couverture. » Caleb la prit délicatement. La broderie était effacée, des points effacés, mais les points étaient reconnaissables. « C'était vrai », murmura Ruth. Il n'avait pas menti, il n'avait pas inventé. Caleb plia le tissu et le glissa dans son manteau. Ils restèrent en silencieux tandis que le vent hurlait autour d'eux. C'était ici que tout avait commencé. C'était ici que l'histoire de Micah avait pris un tournant, s'était brisée et avait disparu. Mais maintenant, ils avaient retrouvé la piste. Maintenant, ils avaient une preuve. Ils retournèrent à Wexford le lendemain matin. La porte du juge Everett était toujours fermée au public, mais Ruth ne frappa pas cette fois-ci. Elle se dirigea directement vers l'église. Le révérend Gray vint à sa rencontre. Déjà de retour. Nous avons trouvé d'où il venait. Elle lui tendit le tissu. Le révérend le prit et examina les coutures. Puis il hocha la tête une fois. « Je vais vous faire entrer. » Cet après-midi-là, il se trouvait dans une salle d'audience. Les bancs étaient vides, il n'y avait qu'eux, le juge Everett et un greffier. Micah n'était pas présent. Everett lut les lettres. Il examina le tissu. Il resta longtemps sans parler. Finalement, il dit « Cela prouve l'origine, mais pas le lieu. » Il se souvenait d'elle. Ruth dit « Il chantait l'hymne. Elle le fredonnait. Il a décrit la cabane. Nous l'avons trouvé. Nous avons trouvé sa couverture. Que vous faut-il de plus? » Everett regarda Caleb. « Et vous voulez le garder? » Caleb ne sia pas. « Nous voulons récupérer notre fils. » Le juge tapota le bureau du doigt. « Il y a des protocoles. Je ne peux pas les effacer, mais je peux accélérer la procédure. » Ruth retint son souffle. « Combien de temps? Si tout se passe bien, 1 semaine. » Caleb serra les poings. Il ne pouvait pas attendre 1 semaine de plus dans cet endroit. Everett le regarda. « Alors vous devriez peut-être me dire ce que vous avez d'autre. Parce que ce que je vois ici, c'est suffisant pour une audience, mais pas pour une garantie. » Ruth s'avança. Elle sortit un bout de papier de son tablier. La liste était pliée et usée.
Elle la tendit au juge. Il la lut lentement, puis leva les yeux. « Vous avez fait une liste. Je ne savais pas quoi faire d'autre, » murmura Ruth. C'était ça ou m'effondrer. Il la regarda un instant, puis il se leva. « Amenez le garçon demain midi. Nous tiendrons l'audience. » Ruth ne pleura pas avant d'être sortie. Et quand elle se mit à pleurer, ce fut comme si quelque chose de sacré s'était brisé dans le ciel. Cette nuit-là, ils nettoyèrent la chambre de Micah, non pas parce qu'elle en avait besoin, mais parce que c'était leur façon de se préparer, de dire « Cette fois, tu rentres à la maison et tu y restes. » Le matin de l'audience se leva lentement, dans une lumière dorée. Le soleil s'étirait comme des mains chaudes sur la crête gelée. Ruth n'avait pas dormi. Pas vraiment. Elle était restée éveillée dans le silence et l'obscurité, fixant le plafond, écoutant les planches craquer et le vent se calmer, comme elle l'avait fait avant chaque fausse couche, chaque mort-né, chaque déception qui lui avait donné l'impression que son corps l'avait trahi. Mais cette fois-ci, c'était différent. Cette fois-ci, la douleur dans sa poitrine n'était pas un vide, c'était un feu. Et Micah n'était pas quelque chose qu'elle avait perdu. Pas encore. Pas encore une fois. Cette fois-ci, elle se battrait, prierait, crierait et tiendrait bon jusqu'à ce que le monde le voie enfin comme elle le voyait, comme s'il était à elle. Calb ne parlait pas beaucoup pendant le trajet vers la ville. Il s'était rasé, avait repassé sa chemise et lacé ses bottes plus serrées que d'habitude. Sa mâchoire était comme du fer, ses yeux plus sombres que le ciel du matin. Il tenait les rênes comme si elles étaient le coup de tous ceux qui avaient essayé de leur prendre Micah. Wexford n'avait pas changé ces derniers jours, mais l'atmosphère était différente, plus tendue, comme si toute la ville retenait son souffle. Ils attachèrent le cheval près de l'église, non pas parce qu'ils avaient besoin de la bénédiction du révérend, mais parce qu'ils voulaient qu'il les accompagne. Calb frappa une fois à la porte latérale. Gray répondit, le chapeau déjà à la main, le col serré, le regard perçant derrière ses vieilles lunettes. « Vous êtes prêt ?» demanda le révérend. « Non, » répondit Ruth honnêtement, « mais je le ferai quand même. » Gray acquiesça. C'est tout ce que Dieu demande. Le palais de justice était une boîte de pierre et de poussière. Rien d'extraordinaire. Un petit banc pour les témoins, quelques rangées de bancs pour les spectateurs, et un bureau surélevé où le juge Everett était assis comme un homme sculpté dans l'hiver lui-même. À côté de lui, un greffier parcourait des notes. De l'autre côté de l'allée, l'homme en manteau noir, Peterson avait-elle enfin appris, se tenait debout, 2 dossiers sous le bras, le regard fixé sur les lignes et les lois. Micah n'était pas là. Pas encore. Ruth faillit s'effondrer à nouveau. Elle portait la broche que sa mère lui avait laissée, épinglée fermement à son col. Elle ne croyait pas qu'elle avait un pouvoir, mais elle avait besoin de quelque chose à quoi s'accrocher lorsque le monde essayait de basculer. La main de Calb trouva la sienne dès qu'ils entrèrent. Il la serra une fois, puis une autre. Everett ne sourit pas. Consignons dans le procès-verbal que les requérants sont arrivés. On nous a dit que l'enfant serait présent, dit Calb. Il est en route, répondit le juge, sous escorte. Ruth sentit son estomac se nouer. Alors commençons, ajouta Everett. Peterson se leva. Votre honneur, bien que les requérants aient effectivement tissé des liens significatifs avec le mineur appelé Micah, la procédure judiciaire pour obtenir sa garde n'a jamais été menée à terme. De plus, l'origine du garçon reste incertaine. Nous ne connaissons ni son nom de famille, ni aucun membre de sa famille. Il pourrait faire l'objet de précédentes demandes ou enquêtes sans lien avec la région de Wexford. Ruth sentit sa poitrine se serrer. Peterson continua en tournant une page. De plus, l'enfant n'a jamais été officiellement placé chez les Harlans. Son arrivée chez eux était une erreur. Cette erreur lui a sauvé la vie. Ruth s'écria. Everett leva la main. « Madame Harlan, je vous en prie, vous aurez le temps de répondre. » Peterson semblait irrité, mais il poursuivit. Le garçon était destiné à une autre famille, les Hardy, qui, après avoir appris l'erreur, ont gracieusement choisi de ne pas contester. Cela ne légalise pas rétroactivement la garde des Harland. Cela ne la nie pas non plus, dit le révérend Gray depuis la tribune. Everett haussa un sourcil. Vous n'êtes pas un représentant du conseil, révérend. Non, répondit Gray, mais j'étais là. J'ai vu ce que ce garçon est devenu sous leur garde. J'ai également fourni l'avis de disparition original qui nous a amenés à croire que ce garçon était Micah Hawley. Cela fit réfléchir Peterson.
Everett fit signe à Caleb d'avancer. Votre honneur, nous avons apporté une preuve, un morceau de tissu provenant des ruines de la maison des Hawley, sur lequel est brodé le nom de Micah. Le garçon lui-même se souvenait du cantique que sa mère chantait, décrivait la propriété et correspondait à la chronologie. Ses souvenirs étaient flous, mais pas faux. Peterson haussa un sourcil. Un morceau de tissu brûlé ne permet pas de déterminer la filiation légale. Non, dit Caleb, la mâchoire serrée, mais la voix d'un enfant devrait compter pour quelque chose. La salle d'audience se tut. Ruth s'avança à son tour, sortant un petit bout de papier de son manteau. Ce n'était ni un document officiel, ni une signature. C'était un dessin que Micah avait griffonné au fusain. Il représentait les 3 personnages debout devant la cabane, les mains jointes et le sourire aux lèvres. Elle murmura qu'il l'avait dessiné 2 jours avant qu'on l'emmène. Il nous appelait maman et papa, et nous l'appelions fils. Cela devrait avoir de l'importance. Cela doit avoir de l'importance. Verrett fixa le dessin pendant un long moment. Puis il se redressa. La porte derrière le banc s'ouvrit en grinçant. Micah entra. Il marchait entre 2 escortes. Ni Peterson, ni le shérif. Juste un homme et une femme de la maison, habillés proprement, les yeux baissés. Ils ne lui tenaient pas les mains. Ils ne le guidaient pas. Il marchait comme quelqu'un qui se rendait à une guerre qu'il avait déjà perdue. Quand il vit Ruth et Caleb, tout son corps se crispa. Mais il ne courut pas, ne pleura pas. Il cligna simplement des yeux et s'assit sur le banc des témoins. Micah, juge Everett, dit doucement. « Sais-tu pourquoi tu es ici? » Le garçon acquiesça d'un signe de tête. « Veux-tu être ici? » « Non. »« Pourquoi? » Micah leva les yeux. Sa voix était ferme. « Parce que je veux rentrer chez moi. » Everett se pencha en avant. « Où est ta maison, fiston? »« Avec eux, répondit-il en les désignant. Ruth et Caleb, le juge acquiesça lentement. « Peux-tu me dire pourquoi? » Les yeux de Micah ne vacillèrent pas. « Parce qu'ils m'ont vu. Pas seulement un garçon, pas seulement un cas. Moi. » Peterson s'agita. « Votre honneur. » Everett le fit taire d'un regard. Micah continua. « J'ai été dans beaucoup d'endroits, certains avec des lits, d'autres avec des sols. Certaines personnes m'ont donné des choses. Certaines m'ont crié dessus. D'autres ont juste attendu que je parte. Mais personne n'est jamais resté. » Sa voix tremblait maintenant. Mais il ne s'arrêta pas. Ils sont restés quand je suis tombé malade, quand j'ai fait tomber le seau d'eau, quand j'ai posé des questions stupides. Ils sont restés. Ils ne m'ont pas demandé de mériter quoi que ce soit. J'étais juste là. Ruth avait de la gorge brûlante. La voix d'Everett s'adoucit. Tu te souviens de ta mère, Micah? Des petits détails, ses cheveux, ses chansons, ses mains. Sais-tu ce qui lui est arrivé? Je crois qu'elle est morte. Je ne me souviens pas comment, mais je sais que j'ai attendu longtemps quelqu'un d'autre. Everett se pencha à nouveau en arrière. Il tapota son menton du bout des doigts, puis il regarda Ruth et Caleb. « Adopterez-vous officiellement ce garçon si l'adoption vous est accordée? »« Oui, répondirent-ils ensemble. »« Assurerez-vous son éducation, sa santé et son éducation spirituelle? »« Oui. »« Le traiterez-vous comme votre propre enfant, avec tous les droits et responsabilités que cela implique? » Caleb s'avança. « Il est notre fils. » Everett ne sourit pas, mais sa voix se radoucit. « Je vous accorde donc la garde permanente avec l'intention de finaliser l'adoption dans les 60 jours. » Le marteau frappa le bois. Ruth eut le souffle coupé. Micah ne bougea pas jusqu'à ce que Ruth se précipite vers lui. Puis il se leva d'un bond et se jeta dans ses bras si vite qu'elle faillit trébucher. Caleb les rejoignit aussitôt. Et pour la première fois dans la longue et froide histoire de cette salle d'audience, 3 personnes pleurèrent ensemble, non pas de chagrin, mais de joie. Ils quittèrent la ville à midi. Micah passa la majeure partie du voyage sur les genoux de Ruth, ses petites mains serrées dans son châle. Caleb ne parlait pas beaucoup, mais toutes les quelques minutes, il jetait un coup d'œil en arrière pour s'assurer que le garçon était toujours là. Il était là. Ils arrivèrent à la cabane au crépuscule. L'air sentait la fumée de bois et la terre humide. Micah sauta du chariot et courut vers la porte d'entrée. Il s'arrêta juste avant, se retourna. « Je peux ouvrir? » Caleb acquiesça. « C'est ta maison. » Micah ouvrit la porte en grand. À l'intérieur, le feu attendait. Le cabillaud aussi. Et le pain que Ruth avait préparé le matin avant leur départ, encore chaud sous un torchon. Il entra.
Ils aussi. La porte se referma derrière eux, et cette fois, elle resta fermée. Ce soir-là, Ruth le borda avec la même couverture qu'il avait emportée jusqu'à la porte lorsqu'il pensait devoir partir. Tu restes pour toujours maintenant demanda-t-il. Ruth l'embrassa sur le front. Nous n'irons nulle part. Tu vas bien, mon chéri demanda-t-elle. Il acquiesça. Je ne pensais pas que j'aurais un jour un endroit où je pourrais garder mes affaires. Elle ne pleura pas. Elle avait déjà assez pleuré. Mais elle traversa la pièce, le serra dans ses bras par derrière et murmura « Cet endroit sera toujours le tien. » La première fois que Mika l'appela « maman », il ne le fit pas exprès. Le mot lui échappa doucement et naturellement lorsqu'il lui demanda si elle pouvait recoudre une couture déchirée de sa chemise. Elle se figea. Lui aussi. Il ouvrit la bouche pour se rattraper. S'excuser peut-être. Mais Ruth a franchi la distance qui les séparait, a pris son visage entre ses mains et lui a dit « Redis-le ». Il l'a fait, et cette fois, elle a pleuré. Lui aussi. Albaï disait qu'elle a entendu depuis l'embrasure de la porte, n'a rien dit, s'est simplement incliné comme quelqu'un qui reçoit une grâce. Et moi, les mois ont passé, la neige a fondu et les prairies ont fleuri. Micah est devenu plus audacieux. Il s'aventurait plus loin dans les bois pour piéger ou ramasser du petit bois, parfois en sifflant sur le chemin du retour, parfois en silence, mais jamais effrayé. Il se mit à lire davantage. Ruth avait commencé à lui donner des cours le soir, et un soir, il lui demanda s'il pouvait écrire une lettre. « À qui ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « Les Hardy, ceux qui m'ont laissé rester avec toi. Micah Harland. » Il resta immobile tandis que Ruth signait la dernière ligne. Son cœur battait si fort qu'il pensait que les murs pouvaient l'entendre. Calb lui tapota l'épaule. « C'est la dernière, fiston. » Michael leva les yeux. « C'est fini. C'est fini. » Mais rien ne changea. Ruth sourit exactement comme elle l'avait fait auparavant. Il dormit la porte ouverte cette nuit-là, non pas parce qu'il avait peur, mais parce qu'il n'avait plus besoin d'avoir peur. À l'automne, ils récoltèrent le verger ensemble. Micah tenait le panier. Calb grimpa à l'échelle. Ruth triait les pommes, ils travaillaient côte à côte, la lumière du soleil filtrait à travers les branches. L'air était doux, empli de poussière et de maturité. « Je veux planter quelque chose au printemps prochain », dit soudain Micah. Calb haussa un sourcil. « Quoi donc? Je ne sais pas encore. Quelque chose qui pousse lentement, quelque chose qui reste. » Calb acquiesça. « Nous trouverons des graines. Il le ferait. Les années passeraient. Micah grandirait. Ses épaules s'élargiraient comme celles de Calb. Sa voix deviendrait plus grave. Son rire résonnerait plus fort. Il apprendrait à chasser, à labourer, à sculpter avec précision. Et il se souviendrait non seulement du feu, non seulement de la solitude, mais aussi du coup qu'il avait conduit à la mauvaise cabane. Des bras qu'il avait serrés sans poser de questions. Des mots qui avaient changé sa vie. « S'il te plaît, sois notre enfant. » Il l'avait été et le serait toujours. Tá porra! Ah, vocês conseguiram tirar a armadura também? Consegui. Opa, tava mutada, consegui. Meu alfaiate fez a boa. Eu não ia conseguir Top. fazer. Caralho, mano. O que aconteceu? A última vez que eu te vi, você só tava Quebrei o com uma roupa pescoço. diferente, agora você tem asa. É as asas da E essa Mona. luva? Essa luva que é a sua arma? Aham. Minhas manoplas. Nice, velho. Pugilista, caralho. Uhum. Top. Caralho. Só me fudi no meu treinamento também pra pegar ela, mas me peguei. Nossa Mano, todo mundo tá com senhora. arma diferente? O Gabi forjou Ei, pra Guax. rapaziada que pediu. E aí, menininho? Qual que é a sua arma? Ou a Tem um do Nono é machadão. insana. Irada. A minha é essa aqui, ó. Ah, isso é A A minha minha não foi bonitinho. o dela. Gabi, não. A minha fui eu mesmo. É, a do Nono foi Caralho. ele. Caralho, leque. Mas tem algumas que o Gabi forjou pra galera, e aí todo mundo passava por um treinamento pra ver se a arma aceitava a pessoa. Horroroso Foda. treinamento, sofri que só. Quase bati o recorde de mortes, mas daí me passaram depois que outras pessoas que não tinham passado pelo treinamento É ainda foram. verdade, né, mano? E o ranking, hein? Tem que ver agora. O ranking de Nossa, mortes nível, modificou Guax. muito. Toma, toma. Hum? Agora eu vou ficar Pegar voando uma assim, de dancinha. pescoço quebrado. Acende?
Acende bucetas? Oxi. Cara. Cara, esse Desculpa, voo Nuno. aí é russo? Você não merecia ter passado por isso. Esse voo é um emote, porque não deram Então, barra russo? fly aqui. É Soldado russo. aleatório número É, 3. vai o tomar nome no dele, zóio, vai. Chinin, deixa eu ver. Ah, não dá pra ver E o nome aqui. dele? Pô, não dá pra ver, infelizmente, hein? Vou ficar te devendo. É esse? Esse aí mesmo. Toma, Guaguá. Caraca, Eu mas não eu não peguei fiquei a irado página igual do você. Russo. Parece que você tá usando a força no meu pescoço. Ô, soldado aleatório número 13. Uma pergunta, seu nome por acaso é Tim? Acontece um desses Pô, eu não dois botei a soldados. Red Ah, eu não Dance, consegui entrar pode no crer. no servidor, no outro Beleza, servidor, não. boa guerra pra ti, viu, Não? Tim? Agora eu não sei se é porque eu tô logado em dois Tá com os lugares. dois ao mesmo tempo, porque É. seria com a mesma conta, né? É, mas ele validou na hora de entrar. Mas às vezes tá dois lugares em dois servidores diferentes e não deixa não. Eu vou perguntar no Deixa grupo. eu testar, vou sair daqui e entrar no outro. Tudo certo. Aí, Eu acho que é o server mesmo. eu mandei no grupo pra Caraca, galera ver. sério? Entendi, eu tenho medo do esquecimento, assim. Oh, mas o Fly, não, o Sabe? Fly é Ser do apagado Vanilla. da, Eu só não de tudo, das memórias sei... das pessoas e tal. Mas é que ele não é um efeito, né? É o fly do criativo. Eu ganhei o fly É. do criativo quando. Então, mas ele não é por padrão, ele é um efeito de quando você entra em OP, entendeu? Uhum. Quando você tá no criativo, ele não é um efeito que nem poção. Que é o que acontece no quando tem mod, entendeu? Uhum. É. Tipo ela. É. Tipo ela, sim. Aham. Vai encerrar, vai? O Gegerra. O Gegerra. Ah, roxa Arcânia, vermelha Robrânia. Scholar, Scholar, E Programmer esse Art, aqui, ó, é os excluídos. Como é que eu entro? Aqui, ver se tem que Eba! desconectar. Deu merda, será, Nogal? Pelo menos uma pessoa pra lutar do nosso lado. Ah, não, você trocou a skin. Nossa, eu Tudo tive um meio assim. Consegue entrar pra mim no server? Ah, não mudou não. bom? Oi, Sods. Se pá, Não me quando escuta? você entra no servidor, ele te pergunta, quer carregar as texturas automaticamente? Ô, Tá bom, vou 07. tentar entrar. O Rimário meteu pra todo mundo. merda. Que até o Fly. Cadê o Fly? Ô, pera, cadê você, Denis? Cadê meu Fly? Eu quero meu Fly. Dá meu Fly. Peraí. Tá, meu Fly, ele tá em dívida com os agiotas, você sabe, né? Vai todo mundo caçar ele por causa Peraí. disso aí. Vale, por que eu tô aqui dentro? Tu não vai mais ter sótão pra ficar. Que isso, gente? Não Por foi, que eu estou Nogal. presa? Por que eu tô presa? Por que eu tô prendendo uma mulher lésbica? Que isso? Não? É que Não foi? Ih, prenderam Você também, deslogou e ué. logou? Por que Peraí, vou prenderam tentar uma de mulher lésbica e um hétero? E uma confusa? Por quê? Você Eu não tava sabe que esperando pra saber o que você bissexualidade ia é falar. confusa, todo mundo sabe. Brincadeira. Diga não à bifobia, não estou sendo bifóbica. Olha lá, ele virou até meu filho pra me lacrar, olha lá. Ó. Ele virou até meu filho pra me lacrar. Filha, brincadeira, filha, brincadeira. É brincadeira. Não, filho, não me deserda. Olha, tá querendo me deserdar aqui, gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, acaba amanhã. É assim que você vai ficar comigo? Acaba amanhã. Eu que sou o velho aqui, ô mano. É você que tinha que ser bifóbico e não eu? E vai se complicando a vida do Nonô. Ai, eu tô muito lenta hoje, mano. Calma. Oi, bebê. E aí, eu vou ter Peraí. que colocar o zoom na pastinha de Carai, molho mesmo, hein? Curibaro, tu tá trabalhando. Oi. Pô, eu tentei Colocar 10 vezes já meu deitar braço no chão sentado aqui, aqui. caindo de forma dramática e não dá. Podia zoom. Não entendi essa do GG não, todo mundo deve vir. E aí, Punks? Ah, tá. Que isso? Ah, o Punks.
Vale. Eu resolvi. Aí. Eu resolvi. Ensina Eu o Guzeira. Aê, essa Ensina o racheza Guzeira, bonita aí, ensina o boa. Guzeira. Ô, Sai, ensina o Guzeira. Gu. Olha só, acho que estão Eu sou segregando a vermelho, eu gente. sou por que que não- rubranha? Tanto de skin na pasta. É, parabéns, Sods, você tá. Você também, show que você. Oxi. Show, você tá voando no cajado? Dentro, porque eu tô Eu aqui sou- eu dentro, tô- gente. Eu Tá amei. no Minecraft 2, velho. Ai, Gente, eu tô no time errado? Eu não tenho as Ô, minhas gente. coisas, eu morri. Filho. Eu não consigo te abraçar, filho. Eu não consigo, mas eu tô te abraçando. É só a Quer dizer, cor. filho. Ah, tá. A gente achou Olha que a o gente tinha João, vestido João, o véu, tá? vestido Olha, desperdício. Olha, João.